Maintenant avec nous, Daniel Belland, professeur titulaire de sciences politiques et directeur de l'Institut d'études canadiennes à McGill. Bonsoir, Daniel. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Absolument. Nous aussi, pour décortiquer cette première journée, alors il y avait Mark Carney, le candidat. Maintenant, c'est Mark Carney, premier ministre, ancien gouverneur, on le sait, des banques centrales, doctorant en économie, peut-être plus à droite que Justin Trudeau. Première question, est-ce qu'il va changer la direction du Parti libéral, du gouvernement, selon vous, là? Oui, on parle d'un recentrage idéologique. C'est vrai que Justin Trudeau, c'est quelqu'un qui croit à une approche, disons, progressiste de centre-gauche, alors que là, avec Mark Carney, on s'en va vraiment, on se réaligne vers le centre, plus proche, je pense, idéologiquement, de ce qu'on avait durant les années chrétiennes, par exemple. En matière budgétaire notamment, on va voir une approche quand même moins dépensière, ou en tout cas une approche centrée davantage sur l'économie et moins peut-être sur l'expansion de l'État-providence. Ouais, est-ce que c'est stratégique ou ça, en quelque sorte, d'ailleurs, pour aller gruger des votes chez les conservateurs? Oui, chez peut-être les conservateurs plus modérés, ceux qui peut-être sont nostalgiques des progressistes conservateurs, qui n'aiment pas trop le style de Pierre Poilievre et l'orientation idéologique plus à droite, droite plus pure et dure du Parti conservateur du Canada. Donc oui, je pense que ça fait partie de la stratégie électorale des libéraux. Oui, peut-être aller chercher ce qu'on a appelé, ce qu'on appelle encore des Red Tories, là. Alors, il faudra voir. Maintenant, voilà. Il a tenu son premier conseil des ministres cet après-midi. Première décision de Mark Carney en tant que premier ministre, ça a été de tirer un trait sur la fameuse taxe carbone pour les consommateurs qui était devenue de plus en plus impopulaire. On le sait, mais garde celle pour les industries. Quel message il tente d'envoyer, selon vous, là? Ben, je pense que c'est le message simple que, bon, il n'est pas Justin Trudeau, qu'il est différent, qu'il a compris le message, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de Canadiens, Canadiennes qui n'aimaient pas cette politique-là, pour une raison ou pour une autre. On ne peut pas entrer dans les détails ici. C'est une politique que beaucoup d'économistes, y compris Mark Carney, jusqu'à tout récemment, aimaient bien, soutenaient, mais là, pour des raisons électorales, on a décidé de s'en débarrasser. Parce que c'était, comme on dit chez nous, une patate chaude sur le plan politique. Oui, absolument. Et maintenant, on connaît son pédigré, on en a parlé plusieurs fois, on a entendu également de lui. On a entendu de lui, évidemment, donc son message durant la campagne pour le leadership. Est-ce que, cela dit, son programme est clair actuellement? Est-ce qu'il a réussi à bien se définir? Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont vagues dans les idées qu'il a émises durant la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Vous savez, c'était une course qui était courte, où il n'a pas vraiment été mis à l'épreuve. Si on regarde les débats, surtout celui en français, même celui en anglais, il n'a pas été beaucoup critiqué par ses collègues, en partie parce c'est un peu un couronnement au ralenti, cette course à la chefferie-là. Il l'a emporté finalement de façon très, très facile. Alors, il n'a pas été vraiment mis à l'épreuve et il a décidé de garder ça un peu flou. Je pense que c'est une stratégie avant que les libéraux annoncent leur programme, leur plateforme électorale, qui là, il va y avoir plus de détails. Mais je dirais que jusqu'à maintenant, c'est quand même un peu flou, surtout qu'on parle d'un économiste de formation qui connaît beaucoup les politiques publiques, mais qui, jusqu'à présent, en reste souvent, je dirais, au niveau de généralité. Oui, c'est resté effectivement donc en superficialité. Maintenant, il y a son côté, on pourrait dire, élite bancaire. Même son passage chez Goldman Sachs, qui est probablement la banque d'affaires la plus influente au monde. Bien sûr, tout ça, ça montre sa compétence, mais est-ce que ça peut être vu aussi négativement par l'électorat canadien? Tout à fait. On sait qu'il y a quand même une connivence importante entre l'élite économique et l'élite politique au Canada. Ça fait très longtemps que ça dure. Je dirais que ça dure depuis 1867, depuis la création du pays. Mais je pense qu'il y a certains électeurs qui voient ça d'un bon œil, évidemment. Mais il y en a d'autres, autant des gens plus à gauche, par exemple, qui soutiennent le NPD, ou des gens qui soutiennent le Bloc, ou à droite, des conservateurs qui, eux, disent « Ah ben c'est un mondialiste il aime beaucoup aller à Davos, et même si Stephen Harper aussi y est allé. Bon, mais c'est un peu un mondialiste, entre guillemets, et ça aussi, ça peut déplaire à certains gens à droite. Oui, il a gardé, cela dit, donc son trio de mousquetaires, on l'a même dit, le cabinet de guerre, là, Mme Joly, M. Leblanc, M. Champagne, cela dit maintenant qu'il sera aux finances. Il a convaincu Anita Anand de rester en poste. Il lui a confié donc le portefeuille innovation, sciences et industrie. Est-ce qu'il s'est entouré, selon vous, des bonnes personnes dans les médias, là? Je pense qu'il s'est entouré de gens expérimentés. C'est sûr que
d'un point de vue purement électoral, il aurait pu amener plus de nouveaux visages dans le Conseil des ministres. En même temps, on fait face à une crise sans précédent dans nos rapports avec les États-Unis. Il y a la guerre tarifaire, il y a Trump qui parle dit que le Canada pourrait devenir un 51e État, etc., etc. Donc, dans une situation de crise et aussi d'incertitude économique, je pense qu'il prend une approche, disons, prudente en s'entourant de gens qui ont de l'expérience. Et puis, je dois d'ailleurs mentionner que pour M. Champagne, c'est seulement le quatrième, à ma connaissance, le quatrième francophone qui devient ministre des Finances depuis 1867, après Jean Chrétien, Marc Lalonde et M. Loisel, Gilles Loisel, qui était là pendant seulement quelques mois en 1993. Donc, c'est quand même un élément important qui n'a pas été beaucoup mentionné dans les médias, mais j'aimerais le souligner à ce moment-ci. C'est pour ça qu'on vous a invité pour avoir ce genre de détails historiques. Peut-être en terminant ces défis maintenant, puis vous l'avez dit, politiquement et économiquement, il doit faire face à Donald Trump. A-t-il l'étoffe, selon vous? Ça, c'est difficile à dire parce qu'on a affaire ici à quelqu'un d'expérimenté dans le secteur privé, quelqu'un qui connaît bien les dossiers de politique publique, un économiste de formation, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience politique préalable. Hein? Donc, pas vraiment d'expérience diplomatique au sens strict du terme, mais il connaît beaucoup de politiciens, de gens à l'étranger à cause de son rôle, non seulement en tant que gouverneur de la Banque du Canada, mais gouverneur de la Banque d'Angleterre et aussi dans le secteur privé. Donc, il connaît beaucoup de gens, mais il n'a pas fait ses preuves politiquement. Et la campagne, ça va être un gros test pour lui et aussi la façon dont il va gérer sa relation avec Donald Trump. Oui, et même économiquement, peut-être une petite dernière question. Économiquement, alors que le pays qui a un déficit de plus de 60 milliards de dollars, il a même dit qu'il voulait revenir à l'équilibre budgétaire en 2028. Peut-être en terminant, est-ce que c'est rêvé en couleur, en quelque sorte? Ou... Bien là, c'est parce que son discours à ce niveau-là, je le trouve justement vague, comme j'expliquais plus tôt. Donc, il nous dit on va pouvoir garder les transferts aux provinces, le niveau des transferts aux provinces, sans couper. On va augmenter les dépenses militaires de façon importante. On va baisser les impôts et on va équilibrer le budget. Ça semble être un monde parallèle pour moi. Je pense qu'il va falloir qu'il explique clairement c'est quoi son plan, parce que pour moi, ça ne tient pas la route jusqu'à maintenant. Oui, en tout cas, on va voir ses premiers pas. Il va aller en Europe, notamment. Daniel Bélan, je rappelle que vous êtes professeur titulaire de sciences politiques et directeur de l'Institut d'études canadiennes. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée. Bye-bye. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.